Et oui, en tant que maman, j'ai des émotions de joie, de peur, de colère, de tristesse, et je ne les cache pas, y compris à mes enfants. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Marine, maman, belle-maman, éducatrice spécialisée. Bienvenue sur ce podcast. Nous parlons aujourd'hui des émotions de l'adulte. Alors, je ne vais pas réexpliquer ici le fonctionnement et le rôle de chaque émotion. Si vous voulez, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 10 sur les émotions de l'enfant où je détaille chaque émotion. Mais si je veux résumer, une émotion, c'est ce qui nous pousse à l'action dans le présent ou dans le futur. C'est une information sensorielle interne qui est primordiale et absolument centrale dans le comportement humain. En tant qu'adulte, on a développé une certaine capacité à séparer notre émotion de la réaction normale de notre corps, ce que l'on va appeler l'inhibition. Et parfois, même cette inhibition-là va jusqu'à l'incompréhension de notre émotion. Le premier conseil que je peux donner à tous les adultes, parents ou non, est de se reconnecter à ses sentiments, avec des petits jeux et des exercices d'identification. Alors forcément, je vais vous proposer les mêmes que ceux de l'épisode 9 à destination des enfants, parce que c'est un apprentissage que nous aurions dû faire plus jeunes, ou auquel nous avons besoin de nous reconnecter si nous l'avons déjà fait. C'est exactement la même chose pour les besoins associés à ces émotions et à ces sentiments. En apprenant à identifier le besoin qui n'est pas comblé, alors vous saurez plus facilement y répondre. La deuxième chose à faire est de gérer, ou je dirais plutôt de raisonner son émotion. Puisque dans les faits, comme je l'expliquais dans les épisodes précédents, l'émotion n'est pas quelque chose que l'on gère dans le sens où elle n'est pas volontaire. Donc on va venir en fait raisonner la conséquence de cette émotion. Le fait de raisonner cette émotion-là, ça va nous servir à réagir plus rapidement après une émotion dite négative et à limiter l'impact de notre émotion dans notre relation à l'autre. Un exemple très concret, c'est par exemple lorsque vous êtes dans une situation où vous devenez paralysé par la peur et alors vous ne pouvez plus par exemple vous occuper de votre enfant qui est dans cette même situation. Quelqu'un qui, par exemple, va casser ou frapper quand on est en colère, ça va forcément créer un décalage, une certaine crainte de l'entourage et on risque donc de perdre en qualité relationnelle. Alors pour ça, il y a plusieurs outils que je peux vous proposer. On va d'abord avoir des exercices de respiration, de méditation ou de type sophrologie pour différer en fait l'expression de l'émotion. On va également en parallèle venir chercher des manières adaptées d'exprimer son émotion. Alors il peut y avoir pour les plus créatifs l'écriture, le dessin, la musique. Effectivement, vous ne pouvez pas chanter une chanson dès que vous êtes triste, d'où l'intérêt d'apprendre à différer cette expression, mais ça reste quelque chose de possible pour pouvoir évacuer la tension créée par cette émotion-là. Il y a également tout ce qui va être d'ordre corporel. Le sport est l'exemple qui est, je pense, le plus donné dans la gestion de la colère. Et pour cause, la colère va créer un afflux sanguin dans les membres avec une augmentation du rythme cardiaque. Donc la solution de bouger est quelque chose de finalement logique et instinctif face à notre réaction corporelle. Un autre exercice que je peux vous proposer et que vous trouverez très bientôt en vidéo sur la chaîne YouTube Marine Maman Éducatrice, c'est un exercice que je faisais plus jeune. Alors j'en ai moins besoin aujourd'hui, ou en tout cas que sur des situations émotionnelles extrêmement intenses. C'est l'exercice des 5 doigts. Cet exercice des 5 doigts, vous pouvez le faire pour vous, alors soit en utilisant vos doigts ou en le faisant de manière mentale. Avec les enfants, il est beaucoup plus parlant avec les doigts. Donc je vais commencer. La première chose à faire, c'est avec mon pouce levé, je fais redescendre ou je laisse redescendre la vague émotionnelle. C'est vraiment une première étape très importante. Elle est là de toute façon, l'émotion est là, ça sert à rien de la refouler. Il faut simplement la laisser passer, la laisser redescendre. Ensuite, avec l'index, je pointe du doigt l'émotion qui me traverse et ce qui la cause. Je vais aller exprimer cette émotion, mettre des mots sur la cause de cette émotion et donc le besoin qui n'est pas assouvi. En troisième, avec mon majeur, je vais chercher une solution positive et constructive. Très souvent, cette première solution, elle vient assez rapidement et c'est tant mieux. En gagnant comme ça en temps de réactivité, ça va aussi nous permettre d'agir plus facilement et plus fluidement. En quatrième, avec mon annulaire, je vais chercher d'autres solutions, plus ou moins intenses, avec des résultats plus ou moins importants. Et enfin,
mon auriculaire, j'attends avant d'agir et je pense aux conséquences. Peu importe parmi toutes les solutions trouvées, celle qui me paraît être la plus adaptée à l'instant, je prends toujours le temps de réfléchir aux conséquences avant d'agir. Tout simplement parce que ces conséquences peuvent avoir un impact sur la relation à l'autre ou sur ma relation à moi-même. La troisième étape, ou plutôt le troisième conseil, est de ne surtout pas refouler notre émotion, comme on a pu beaucoup nous l'apprendre, mais de s'en servir. Et donc on va pouvoir venir utiliser nos émotions et recréer des émotions pour nous mettre dans des contextes. Ce sera peut-être plus parlant avec des exemples concrets. Étant plus jeune, je montais sur scène où j'ai donné quelques conférences et donc avant de monter sur scène ou de démarrer au micro, il m'arrivait parfois et même souvent d'être stressée. Alors le stress, c'est un sentiment de peur. Soit j'avais des coulisses, auquel cas j'avais pris l'habitude de sauter très vite sur place, ce qui activait mes jambes, dans lequel tout mon sang avait fui. Voilà, ça me permettait en fait de faire croire entre guillemets à mon cerveau que j'étais en train de fuir comme mon instinct me le dictait. Et donc mon état émotionnel s'améliorait puisque je répondais à mon besoin de fuite. Ou alors, je me serrais très fort dans mes propres bras pour aller chercher un rappel de situation heureuse et booster tout ce qui était hormones de type ocytocine, sérotonine, dopamine. Une autre situation dans laquelle je vais aller utiliser mon émotionnel pour le mettre au service de mon corps ou de mon quotidien, c'est quand je dois mener des ateliers. Alors les ateliers, je les fais en collectif, en présentiel ou non, et généralement je vais me mettre dans un état un peu comme de surprise, vous voyez, pour augmenter mon attention sur ce qui m'entoure. Et donc, en l'occurrence, les participants et les participantes de l'atelier. L'état de surprise est un état où on va venir ouvrir nos sens pour analyser la situation et capter les informations que l'on reçoit, notamment les informations non verbales. Et être attentif à tous ces signaux-là quand on mène un atelier, c'est pouvoir aussi distribuer peut-être la parole ou changer d'attitude en fonction des uns ou des autres. Un dernier exemple qui va peut-être parler à plusieurs d'entre vous, c'est lorsque vous avez quelque chose à demander ou à négocier. Je pense par exemple à quand on doit appeler notre banque, notre assurance, notre compagnie de téléphone, pour pouvoir renégocier un contrat ou demander une explication sur une facture. Je relis ou je repense à une situation qui me met très en colère ou qui provoque de l'injustice chez moi. Cette colère-là me rend plus combative. C'est également ce que je fais quand je dois tenter par exemple une figure à la barre, à la danse, qui nécessite l'usage de mes bras, puisqu'effectivement la colère va aller envoyer un afflux sanguin au niveau des bras pour pouvoir combattre. Alors qu'à l'inverse, quand je veux augmenter mes compétences en course, et notamment mon temps de course, je préfère penser à quelque chose qui me fait peur pour profiter d'une meilleure circulation dans mes jambes. Vous voyez, ce sont des petites astuces comme ça qui vous permettent d'améliorer un peu les choses. Typiquement, une araignée géante qui me poursuit me fait gagner plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Je vous invite à essayer vous aussi ces petites choses-là dans le quotidien, alors à condition que vous arriviez à maîtriser et à raisonner votre émotion. Si vous repensez à une situation qui vous met très en colère mais que vous n'arrivez pas à réguler cette colère-là, ou en tout cas l'intensité de la colère, alors vous risquez d'avoir un comportement pas du tout en lien avec la situation et avoir quelque chose un peu en décalage en termes d'intensité. En termes d'intensité, pardon. Pas facile à dire. Alors, tout ça, je le fais sans problème devant ma fille. Pour la simple et bonne raison que les enfants apprennent énormément par imitation. Mais de la même manière, quand je me laisse déborder par mon émotion, il m'est arrivé de pleurer devant elle, il m'est arrivé de crier devant elle. Ce sont des choses que je fais devant elle, tout simplement parce que ça lui apprend aussi que l'émotion est humaine, qu'elle a le droit d'avoir des émotions, même négatives, qu'elle a le droit de les exprimer, et que ça permet ensuite de lui montrer quel est le bon comportement à avoir ou quelles sont les astuces que l'on peut mettre en place quand on ressent ces émotions-là. Alors le quatrième conseil que je peux donner si vous voulez développer votre empathie. Donc surtout si vous êtes déjà hypersensible, que vous avez tendance à prendre l'émotion de l'autre, n'allez pas faire ce genre d'exercice-là. Mais si vous voulez utiliser vos émotions dans l'échange avec l'autre et développer votre empathie, il faut aller chercher ce que vit l'autre. Quand vous ressentez la même chose que l'autre, alors la communication devient plus facile. Typiquement, avec notre enfant,
quand on comprend quelle émotion le traverse et le pourquoi, donc ce qu'il ressent et quel est le lien avec le besoin inassouvi, alors on peut répondre plus facilement et on peut l'aider à anticiper les fois suivantes. Voilà, c'est vraiment quelque chose de méga important à mon sens. Alors vient toujours ce moment où on se pose la question de comment réagir concrètement face à une réaction émotionnelle forte. Une réaction de l'autre s'entend, hein, puisque nous on a vu qu'on laisse passer, on exprime, on cherche une solution, on cherche d'autres solutions et on attend avant d'agir. Mais comment on réagit face aux émotions fortes de l'autre ? Comment on réagit face aux tempêtes émotionnelles de l'autre ? Et là encore une fois, forcément je pense à nos enfants ou aux enfants que l'on accompagne. La réponse est la même, d'ailleurs, que ce soit face à un adulte ou face à un enfant. La toute première chose à faire, et c'est pas forcément le plus instinctif, c'est d'identifier l'émotion que ça provoque chez nous pour mettre à distance notre émotion et l'émotion de l'autre. Vous allez aller chercher à comprendre et à identifier le besoin de l'autre et donc l'émotion de l'autre. Votre émotion et votre besoin à vous. Gardez-le dans un coin, ça va pouvoir venir nourrir vos réflexions par la suite. Mais dans un premier temps, identifiez l'émotion que ça provoque chez vous pour ensuite pouvoir le mettre un peu à distance. Une fois ces émotions-là identifiées, la vôtre et celle de l'autre, identifiez le besoin ou au moins la catégorie de besoin de la personne en face de vous. Ces deux étapes-là sont à faire en fait extrêmement rapidement puisque c'est ça qui va guider vos actes. Typiquement, vous n'allez pas agir de la même manière face à quelqu'un qui est terrorisé ou à quelqu'un qui est effondré de peine. Donc, première étape, on identifie notre émotion et celle de l'autre pour les distancier. Deuxième étape, on identifie le besoin ou en tout cas la catégorie de besoin de la personne en face de nous. Troisième étape, on va attendre en présence que la tempête s'apaise. Il n'y a aucun intérêt à parler ou à essayer de raisonner quelqu'un qui est en pleine tempête, adulte ou enfant, tout simplement parce que dans des moments comme ça d'émotions extrêmement intenses, c'est le cerveau reptilien qui prend le contrôle, alors que vous, en parlant, en raisonnant, vous cherchez à vous adresser au néocortex. Donc, autant dire que ce serait perdre du temps. Et pire, vous risquez de l'embrouiller en ajoutant des stimuli supplémentaires et donc de l'information à traiter. Là où au contraire, un environnement calme, paisible et serein pourrait aider à venir contenir, abaisser cette émotion et aider à la faire passer. Quand je parle d'attendre en présence, c'est être là activement. Mettez-vous dans le champ de vision de la personne en face de vous, à une hauteur qui n'est pas menaçante. Donc ça va dépendre de la relation que vous avez avec la personne. Ça va dépendre également de son âge, de sa taille, de sa position physique. Vous allez forcément être plus menaçant si vous êtes debout à côté de quelqu'un qui est à genoux par terre. Si vous êtes proche de la personne ou si elle a un besoin de réconfort, alors vous pouvez avoir également un contact physique. Ça peut être une main sur l'épaule, ça peut être de prendre sa main, ça peut même être de le prendre dans vos bras. C'est quelque chose qui marche très très bien avec les enfants, même si l'enfant est en colère. S'il accepte que vous le preniez dans vos bras, alors ça va l'aider à s'apaiser. Ça va aussi aller chercher la production d'hormones liées au bonheur et donc à quelque chose de positif. Donc voilà, on va venir accentuer un peu l'effet calme. Et à ce moment-là, vous pouvez encourager l'autre à faire le travail des 5 doigts, les étapes des 5 doigts. Donc vous avez attendu avec l'autre pour faire redescendre la vague émotionnelle et vous allez pouvoir l'encourager à exprimer son émotion, ce qui la cause. C'est important que ce soit l'autre qui le fasse et que vous ne le fassiez pas pour lui. Tout simplement parce que c'est à lui que ça doit servir. Et c'est son émotion, les choses lui appartiennent. Dans ces temps-là, et notamment quand il exprime son émotion, la cause et qu'il est en recherche de solutions, il faut faire preuve d'écoute active. N'interrompez pas verbalement la personne. Si vous avez l'envie de l'interrompre, c'est votre émotionnel qui prend le pas et alors c'est votre envie de s'exprimer. Sauf qu'on est là pour écouter l'émotion de l'autre. Je vous parlais tout à l'heure de distancier votre émotion et celle de l'autre. On est là-dedans, donc ne l'interrompez pas. Laissez l'autre parler, s'exprimer. Si besoin, reformulez ce que l'autre a dit pour vérifier que vous avez bien compris et n'hésitez pas à avoir un langage non verbal important. Que ce soit du hochement de tête, des sourires, la position de vos épaules, de votre tête, ça va donner un feedback à votre interlocuteur pour lui montrer que vous l'écoutez, mais sans le couper. Enfin, surtout, très important, ne donnez pas votre avis sans y avoir été invité. Ou alors, posez d'abord la question. Est-ce que je peux te dire ce que j'en pense? Est-ce que je peux te donner mon avis? Il y a quelque chose d'assez intéressant que
que j'ai pu observer alors dans les échanges que je peux avoir personnellement avec d'autres, mais également dans ce qu'on peut m'en raconter. Souvent, quand on parle d'un problème, alors je parle en tant que femme, mais quand on parle d'un problème à un homme, ils veulent trouver des solutions. Voilà, ils pensent que quand on leur parle d'un problème, c'est qu'on leur demande de l'aide pour trouver des solutions. Alors que quand on parle d'un problème à une femme, elle va nous écouter, nous décharger, mais nous laisser dans l'ensemble trouver la solution toute seule. À moins qu'on soit bien sûr allé la voir dans une recherche de solution. Ces éléments-là, ce sont des éléments à prendre en compte quand vous écoutez quelqu'un ou quand vous parlez à quelqu'un. Le fait qu'il soit homme ou femme va changer certaines choses dans l'interaction et dans sa manière d'agir derrière. Donc ayez ça en tête quand vous interagissez. On l'enseigne malgré nous à nos enfants. Donc malheureusement, même si on ne travaille pas sur les genres, en étant qui nous sommes, on offre un modèle à nos enfants qu'ils vont copier. Donc il y a des chances que cette différence-là perdure encore sur quelques générations. Mais n'oubliez pas que les hommes ont tendance à parler d'un problème pour trouver une solution. Donc il sera aussi plus réceptif si vous lui proposez des solutions. Qu'une femme va préférer que vous lui posiez des questions pour faire émerger la solution par elle-même. Je le répète encore une fois, cette démarche elle est la même avec vos enfants, les enfants que vous accompagnez, ou avec des adultes, que ce soit des amis, que ce soit votre conjoint. Donc n'hésitez pas à l'utiliser régulièrement pour vous, pour l'autre. En utilisant tout ça, c'est mettre les émotions au service de la relation humaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si c'est le cas ou si vous avez des choses à nous partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, que vous soyez sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast habituelle. N'hésitez pas également, pour faire gagner un peu de visibilité à ce podcast, à lui mettre la note de 5 étoiles. C'est vraiment une chose qui ne vous coûte rien et qui me permet, moi, de booster un peu et de faire découvrir à plein d'autres parents, à plein d'autres éducateurs, les échanges que l'on peut avoir ici. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt sur la chaîne, sur le podcast ou dans la vie réelle.